Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre dans l'info continue ce lundi 15 décembre 2025. L'actualité nationale avec cette nouvelle monture de la Constitution validée par la Cour constitutionnelle après 2 jours d'audience plénière constatée, pour ne pas dire consacrée à l'étude de la Constitution révisée par les députés à l'Assemblée nationale. Les 7 sages de la Cour ont estimé qu'elle est conforme à la Constitution et ont donc rendu leur décision à cet effet. On dira 2 mots sur cette information qui succède aux événements malheureux du 7 décembre dernier. Et puis le coup de force tenté par les mutins a non seulement échoué, mais il n'a guère ébranlé ni influencé le fonctionnement régulier des institutions de la République. La vie a repris son cours comme si de rien n'était. La peur a très vite cédé la place à la détermination et au patriotisme. On commente ce soir cette vitalité et cette résilience des institutions de la République malgré les propos quelque peu désobligeants de certaines mauvaises langues sur les réseaux sociaux. En plateau, Armand Videgla. Armand Videgla, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous êtes en face de Dr Mohamed Akintola. Akintola, bonsoir. Bonsoir, M. Ouara. Spécialiste en stratégie. Bonsoir, M. Akintola. Voilà, merci pour votre disponibilité. On se propose, je dirais, de commenter un peu l'actualité. Je voudrais vous écouter d'abord sur cette nouvelle constitution révisée par les députés à l'Assemblée nationale et désormais validée par la Cour constitutionnelle. Quelle lecture vous en faites, Armand Videgla? Oui, et c'est cette constitution révisée, pas une nouvelle, parce que le second pas de doute et puis de polémique avec. Voilà, parce que nous sommes dans un pays où il y a les uns et les autres qui disent un certain nombre de choses. Et donc, dans cette constitution révisée, qui vient d'être, disons, validée, en attendant que le président de la République nous promulgue la loi, et puis après qu'on ait les impacts de la loi. Je crois que ça met fin à toutes les supputations et ça met fin à tout ce que les gens disent à gauche et à droite. Et c'était une décision très attendue, vu les conditions dans lesquelles la révision est intervenue, et vu les polémiques au sein même de l'hémicycle, entre même les députés de la majorité et ceux de l'opposition par rapport à l'environnement qui a rayé le jour là. Nous n'étions pas là, mais les uns et les autres ont dit un certain nombre de choses. Je crois que la Cour vient de trancher. Allez, en attendant la promulgation par le chef de l'État, on peut désormais dire que le Bénin dispose d'une constitution révisée. En effet, cela coule de source parce que cette proposition de loi avait déjà été introduite conjointement par 2 députés des 2 partis de la majorité présidentielle qui déjà à eux 2 font déjà la majorité écrasante à l'Assemblée nationale, et vous vous en doutez, cela ne peut être fait sans l'aval, si vous voulez, ou alors la consultation ou la bénédiction du camp de la majorité présidentielle dans son ensemble. Donc ce n'est que la logique des choses que cette loi-là puisse passer le filtre de la Cour constitutionnelle, et donc on attend simplement que la promulgation. Et puis entre-temps, n'oubliez pas que les cadres élus et autres de la majorité présidentielle avaient déjà entamé une tournée dans les différentes circonscriptions électorales pour expliquer la teneur et le contenu de cette loi-là. Mais à polémique aussi. Aux populations, oui, bien sûr, mais bon, l'exercice... La polémique ne manque pas, il y a toujours, je dirais, ces poches de résistance de part et d'autre. Bon, je disais juste que cela ne surprend pas, en fait, parce que il n'y aurait pas eu cette action comment je vais dire ça, d'information à la base. On n'aurait pas mis toute cette énergie si on craignait encore qu'il y ait des risques que cette loi soit bloquée par le filtre de la... D'accord. Alors peut-être s'attendre à ce que, je dirais, cette validation par la Cour constitutionnelle mette fin aux différentes polémiques, aux commentaires plus ou moins mal placés sur la question de la révision de la Constitution. Non, pas aux commentaires, parce que le commentaire est libre. Le commentaire est libre, quel que soit là où vous êtes. Ça ne saurait influencer, je dirais, les commentaires. Non, pas du tout, pas du tout. Nous avons la décision. Nous pouvons commenter la décision comme nous voulons, que ça soit dans le sens de la décision ou contre le sens de la décision. D'accord. Et la décision ici aussi permet à la communauté scientifique aussi de travailler. Et donc dans les laboratoires, au niveau des sciences juridiques et autres, je ne sais pas trop, ceux qui ont fait le droit constitutionnel et tout ça, c'est pas mon milieu. Et donc
Tous ceux-là doivent essayer quand même de faire un travail dessus avec les étudiants. Donc, il y aura peut-être au niveau des écoles, il y aura des débats d'école par rapport à tout ça. Et donc, des débats et des querelles d'école également. Tout à fait, parce que nous sommes dans la science. Et dans la science est suffisamment vaste et chacun a sa position par rapport aux faits et autres, s'ils ne sont pas dans les sciences exactes, comme on le dit. Et puis, là, maintenant, c'est que chacun est libre de faire le commentaire qu'il veut. Et seulement que les décisions de la Cour ont dit que les zones sont sans recours. Et voilà. Et donc, on attend le président de la République. Il peut promulguer ou ne pas promulguer aussi. Vous misez sur quel aspect? Promulguer ou non? Ça, je ne saurais le dire. Mais je rebondis quand même sur ce que mon vis-à-vis dit pour dire c'est vrai, ça nous fait de la matière. Pour les enseignants-chercheurs, les académiciens en la matière, ça nous fait de la matière. De la matière à échange, à recherche, à réflexion, surtout. Et de l'autre côté, commenter ou pas commenter, mais vous savez, en 2019, il y avait eu une nouvelle loi électorale qui, jusqu'à aujourd'hui, continue d'être décriée. N'est-ce pas? Il y a ceux qui continuent de dire oui, c'était bien pour renforcer le système partisan et d'autres qui disent non, on n'est pas d'accord et puis c'est la loi qui a créé tous les problèmes. En 2024, il y a eu encore une modification de cela. La Constitution en elle-même a déjà été, elle a subi déjà une première modification où on a introduit la discrimination positive à l'endroit de la femme et puis la question de nul de sa vie ne peut faire plus de deux mandats. Deux mandats. On a toujours critiqué dans un sens, dans un autre. Et il y a eu une deuxième et là aujourd'hui une troisième. Donc ça ne manquera jamais. Tant qu'il y aura action, ça fait qu'il y aura également réaction. D'accord. Allez, on va suivre l'évolution des choses et puis bon, le plateau de l'info continue est disponible pour faire tous les commentaires nécessaires à cet effet. Surtout avec les scientifiques. Oui, avec les scientifiques, les juristes, les enseignants-chercheurs et autres. En tout cas, il y a de la matière, comme le disait tout à l'heure. Moi, je ne fais qu'un petit commentaire. Un petit commentaire. Allez, il y a cette actualité liée donc au coup d'État. J'avais déjà pris au cours de la semaine écoulée, je dirais, votre état d'âme quand vous avez été informé de cette triste information. Aujourd'hui, ça fait une semaine après, on a noté que la vie a repris. Quelle lecture vous en faites de la façon dont les choses se déroulent dans le pays une semaine après? Écoutez, Wahab, la République a été éprouvée, mais elle n'est pas ébranlée. D'accord. Et elle n'est pas ébranlée, elle est debout. Elle a montré à ses fils qui ont désobéi à un moment donné, elle a montré que elle est là et rien ne peut quand même l'ébranler. Et donc la vie a repris, même le jour même, la vie a repris. Et puis après le message du président de la République, la vie a repris, et puis le lendemain, la vie a repris jusqu'à aujourd'hui. Et nous circulons véritablement, tout fonctionne. Et à part ce qui ne peut pas fonctionner, parce que il y a eu des dégâts et autres, à part quelques restrictions et au niveau de certains lieux. En termes de circulation, voilà, pour des questions de sécurité, d'enquête également. Voilà, à part ces choses-là, et puis c'est encore frais dans les mémoires, je crois que la vie a son cours normal. D'accord. Au regard de ça, peut-on parler du fait qu'il y a eu plus de peur que de mal, docteur Mohamed Akintara? En effet, il y a eu plus de peur que de mal. Et vous savez, ce qui s'est passé le 7 décembre passé, ça a été, à mon avis, un test de la maturité démocratique du peuple béninois. Et la réponse que donne le peuple béninois en vaquant à ses obligations quotidiennes, en allant à venir, parce que démocratie, ça rime avec liberté d'aller et de venir. Donc la réponse que donne le peuple béninois aujourd'hui en allant, en venant, s'occupant de ses affaires au jour le jour est suffisamment éloquente et répond à sa capacité en fait à réussir ce test-là de maturité démocratique. C'est vrai que le même jour-là, dans l'après-midi et le lendemain, on avait encore aujourd'hui le coup d'État. Ce n'est plus que la question des armes. Il y avait également une sorte de guerre médiatique. Et c'est surtout ça qui inquiétait
la population. Ce jour-là, il y a eu cette guerre médiatique-là où tantôt vous avez sur les réseaux sociaux l'information selon laquelle la situation est sous contrôle par l'armée républicaine et les loyalistes et quelques instants après on vous dit non, c'est faux, on vous a menti, on a fait un pré-enregistrement depuis l'ambassade de France et puis avec tout ça, donc ça inquiétait. On est partagé entre la vérité et le montage. Exactement. Et jusqu'à ce que le ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique soit venu, on a dit non, il a fait ça depuis l'ambassade de France. Et quelques instants après encore, c'est le chef de l'État même qui sort, qui fait son truc. En ce moment, je pense que la tension, les esprits étaient déjà calmes et sereins. Et là encore, on avait encore quelques velléités de déstabilisation médiatique où on dit non, il a fait depuis l'ambassade de France, les mutins réclament que le chef de l'État leur soit rendu par l'ambassade de France. Mais quand il n'y a plus rien eu, les gens avaient déjà repris le cours normal de leur vie. Donc oui, il y a eu plus de peur que de mal. D'accord. Alors, Armand Videgla, au niveau de la présidence de la République, des différents ministères de la République et autres structures, bref, au niveau de l'administration, tout a repris, je dirais, sans grande difficulté. Comment vous expliquez, je dirais, cette façon de se comporter face à une situation qui aurait pu amener ou nous conduire à un changement de l'ordre institutionnel, pour ne pas dire de l'ordre constitutionnel? Non, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix que de continuer à vaquer véritablement à nos occupations, parce que si on s'arrêtait, c'est comme on donnait raison à tout ce qui se dit à gauche et à droite, et qu'on donnait raison à ces fils du pays qui ont pris le mauvais chemin, d'accord. Qui ont pris le mauvais chemin, disons ça. Et vous savez, quand nous sommes dans ce contexte-là, un champ de guerre, c'est que c'est la guerre médiatique qui est la première guerre à mener. Et on veut gagner sur la guerre médiatique. Parce que tout le monde suit les informations. Donc on veut gagner sur la guerre médiatique que sur le terrain. Et je crois qu'aujourd'hui, nous circulons normalement. Et la République, je vais me répéter encore, la République est debout et la République montre à ses fils le chemin à suivre. Nous avons fait le choix de travailler. Nous avons fait le choix d'être aussi un pays quand même de travailleurs dans le Conseil des Nations. Et donc, c'est pas parce que nous avons été juste éprouvés par... je ne peux pas dire épiphénomène, c'est un phénomène. Pas un phénomène qui s'ajoute à un autre, mais c'est quand même un phénomène. Et donc, nous ne pouvons pas nous arrêter pour dire, bon voilà, comme c'est venu, on attend. Non, je crois qu'on donnerait raison à tous ceux qui veulent, que ça soit de près, comme les fils du pays, et que ça soit de loin, comme les complicités qu'il y a ailleurs, parce que des fois, bon, je crois que les enquêtes vont essayer de nous éclairer. Donc, dans nos petits commentaires que nous faisons, que ce soit d'ici ou que ce soit d'ailleurs, ou que ce soit à côté ou que ce soit je ne sais où, nous ne devons pas donner raison à tous ceux qui veulent que le Bénin s'arrête. Le Bénin ne s'arrêtera pas. Et la vie va également continuer. Alors, Mohamed Akintola, est-ce que vous vous êtes fait un peu une lecture ou bien une idée de l'état d'âme des travailleurs béninois, notamment ceux qui sont à la présidence? On se dit, bon, c'est le chef de l'État qui est recherché. Si on arrive à le mettre à genoux, on a réussi donc à mettre le pays à terre. Donc, s'il n'est pas à sa résidence, c'est qu'aujourd'hui, il travaille à la présidence de la République. Donc, les collaborateurs, tous ces autres fonctionnaires de la République qui n'ont pas cessé le boulot en une seule minute, n'est-ce pas? On se dit, mais comment ils se portent et comment ils arrivent à quitter chez eux, venir au boulot, à la maison. Est-ce que vous vous êtes interrogé un peu sur ça? Oui, et je pense que le meilleur exemple a été celui du chef de l'État lui-même. C'est ça. Lorsque votre leader, celui pour qui vous travaillez, celui que vous soutenez, celui que vous accompagnez, et qui est la cible première, c'est-à-dire que si entre-temps, ce qui avait été tenté avait marché, le choc que ressentiraient ces personnes dont vous parlez serait un choc qui relève des dégâts collatéraux.
là, dans le cas d'espèce, c'est votre chef qui est recherché, c'est lui qui a été assiégé, c'est sa famille qui a été assiégée, et des gens sont tombés autour de lui, vos camarades, même si vous n'êtes peut-être pas du même corps, mais qui font le même travail que vous, servir le chef de l'État, le protéger, l'aider, l'accompagner à réussir sa mission, sont tombés, mais c'est ce même monsieur-là que vous voyez ce même jour-là sortir et venir, parce qu'il a fait sa déclaration depuis la présidence de la République. Donc depuis son lieu de travail, qui vient là pour dire, écoutez, voilà ce qui s'est passé, entendez de ma bouche, peuple béninois, mais ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Eh bien, il n'y a pas meilleur remède psychologique que sa sortie, son action et le lieu symbolique d'où il a parlé. Donc naturellement le lendemain matin quand vous vous levez, d'ailleurs beaucoup sont venus déjà cette nuit-là pour l'aider à faire le travail qui a été fait le lendemain et le surlendemain, vous vous levez et ce message a été un message selon vous qui a galvanisé le mais c'est clair, les travailleurs. Les travailleurs, vous dites non, on a un chef en or quoi, c'est un garçon comme on le dit chez nous, donc, mais pourquoi est-ce que moi je ne serai pas à son image? Et puis on se lève le matin, on est heureux. Alors ce qu'on a en commun en 2026, c'est bien entendu ces élections, n'est-ce pas? On sent que ce coup d'État n'a visiblement pas ébranlé le fonctionnement régalien des institutions. La Sénat, par exemple, qui maintient le calendrier. On sait qu'en janvier, le 11 précisément, n'est-ce pas, on a les élections couplées législatives et communales avant de parler de la présidentielle en avril prochain. Quelle lecture vous en faites, je dirais, de cette détermination, ce maintien? Parce qu'on se dit, bon, écoute, ce coup d'État aurait peut-être amené à réajuster certaines choses. Oui, si cette affaire-là avait réussi, c'est les premières institutions à être ébranlées, ça. Parce que on est dans un contexte d'élection. Nous sommes dans un contexte électoral et vous constatez avec moi que on ne peut pas arrêter. Et je crois que le porte-parole du gouvernement a dit la dernière fois, je l'ai suivi, il dit que le calendrier sera respecté in extenso. Je le paraphrase. Quelque chose du genre. Et donc, on maintient le calendrier électoral. Et ne pas le faire, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, ne pas le faire, c'est leur donner raison. Parce que il y a, ne tournons pas autour du pot, il y a des personnes dans notre pays qui ne souhaitent pas qu'on aille au terme de ce processus. Et ils l'ont même dit carrément, pour dire, voilà, avec certaines choses qui se sont passées, nous souhaiterons qu'on arrête le processus. Le processus ne s'arrêtera pas. D'accord. Et donc, mais le souhait qu'ils avaient émis, pas que le processus s'arrête, en tout cas pas de cette manière. Pas de cette manière. Ce n'était pas qu'on procède à un coup d'État pour arrêter le processus. Pas du tout, on était dans un champ politique, les chamailleries. Oui, les chamailleries, certains mécontentements, quelque peu légitimes, il faut le reconnaître. Pourquoi pas? Ils avaient raison quand même de parler, de dire quelque chose. On ne peut pas leur quand même dénier le droit de ne pas dire ce qu'ils ressentent. Donc, nous sommes dans une république démocratique et donc ils disent ce qu'ils ressentent. Et donc ça, c'est pas un problème, ça. D'accord. Alors quand on maintient, je dirais, le calendrier électoral intact et que tout évolue tel qu'on avait initialement retenu les choses, est-ce que cela traduit exactement ou profondément cet échec même de ce coup d'État qui aurait vraiment bouleversé l'ordre établi? Bien sûr. Et le premier indicateur d'évaluation d'un processus démocratique, c'est d'abord les élections. C'est lorsqu'il y a une alternance à travers les votes, les urnes, qu'on se dit oui, le processus démocratique, il est en pleine vitalité. Donc si, au lendemain de ce coup d'État déjoué là, on dit bon, pour telle ou telle raison, on veut modifier le calendrier électoral, on veut reporter les élections, eh bien c'est une manière de dire ça nous a vraiment ébranlé, ça nous a touché. Et ce serait peut-être une manière maladroite qui donnerait du courage à d'autres personnes qui pourraient avoir ce genre de velléité là, ces gens d'idées malsaines là. Au moins le coup d'État a conduit à ce qu'on change le calendrier. Ça veut dire que si peut-être on pousse un peu plus la prochaine fois, peut-être qu'on aboutira à... Donc ce serait une erreur en fait de remettre ce calendrier. Et je ne vous apprends rien lorsque je dis par exemple qu'il y a même certains esprits complotistes qui sont allés jusqu'à vouloir, dans les premières heures, traiter ce coup d'État là de mascarade. Une manière de dire, bon, ça veut dire qu'on pourrait, parce qu'il y a eu des commentaires sur les réseaux sociaux, certains personnes qui ont dit, moi, si j'étais le chef de l'État ou autre, eh bien, je reporterais les élections. Vous voyez, donc, certains esprits complotistes sont allés jusqu'à penser que ça pourrait être une mascarade, n'eût été lorsqu'on a commencé à parler
des cadavres qui sont tombés, des forces de défense et de sécurité, des agents de forces de défense et de sécurité qui ont été touchés, qu'on s'est dit, attention, là, ça peut pas être une mascarade, c'est du sérieux. Donc, remettre en cause le calendrier électoral pourrait éventuellement également donner raison à ces personnes-là, et cela salirait l'image même de la République, mais également, la République tient, comme le dit Armand Videgla, mais également de son chef. Pour dire non, ils ont voulu profiter de l'occasion, il ne veut pas partir, des trucs comme ça, parce que bon, ça c'est la chanson récurrente qu'on entend depuis des années en République du Bénin. Donc, c'est une preuve même du fait que nous tenons debout, et comme il l'a dit, on n'a pas été ébranlé. C'est juste une petite piqûre de moustique. Pour ajouter, c'est pas seulement la Sénat, c'est toutes les institutions qui sont autour. Voilà. J'allais vous faire la question, par exemple, sur la RAC qui, par exemple, a vu, en tout cas, a déjà fait sortir la liste concernant les médias qui sont devenus exactement et les passages des partis politiques, le message des partis politiques et des candidats durant la période au niveau de la presse privée, je crois qu'il y a eu une liste aussi des organes qui devraient faire la couverture et tout ça. Et voilà, donc ce sont les autres institutions aussi autour de ce processus-là qui accompagnent le processus. Nous venons tout à l'heure de commenter avec nos petits commentaires la décision de la Cour constitutionnelle. C'était dans la foulée que nous avons eu cette décision-là. Et puis je crois que j'ai suivi aussi sur les réseaux une réunion de la Sénat avec les partis politiques. Je crois qu'après, il y a le spécimen et tout ça. Donc, vous voyez, pour voir un peu la position des candidats, je dirais, sur les bulletins, la position des logos des partis politiques. Au même moment, il y a eu aussi la réception du matériel électoral. Et tout ça. Et donc, c'est tout ce qui concourt à ce processus. C'est-à-dire que dans le tunnel, visiblement, rien n'a bloqué quoi que ce soit. Tout fonctionne. Ça veut dire que nous avons un pays qui a quand même, dont les institutions travaillent normalement. Vous voyez ça? Je suis très, très content pour ça. Parce qu'on pourrait se dire, mais bon, voilà, comment est-ce que ça va se passer? Et donc, c'est un test pour nous. C'est un test pour nous. Peut-être que le jour où on ne le souhaite pas, vous voyez, les catastrophes et tout ça viennent d'une certaine manière dans le monde, ne sont pas épargnés de ces choses-là. Et donc, le jour, peut-être, on sera à ce niveau-là, on aura aussi une certaine réplique dans le fonctionnement de notre pays. Je crois que c'est quand même très bien. C'est quand même très bien ce schéma que j'ai vu. Et je me suis dit, alors là, nous sommes sur une très meilleure voie. Oui, alors si tout fonctionne, puisqu'on sait, pour avoir écouté ces pushistes quelque peu égarés sur la télévision nationale le 7 décembre dernier, ils avaient pour mission, n'est-ce pas, de suspendre le fonctionnement ou de dissoudre les institutions de la République, les mêmes institutions qui aujourd'hui travaillent avec détermination. On dirait que ça a apporté une bouffée d'oxygène à ce personnel qui se découvre quelques talents ou quelques énergies supplémentaires pour aller au bout, je dirais, de sa mission. Ça vous fait quoi en tant que citoyen béninois? Je l'ai dit en début d'intervention, j'ai dit que ce coup d'État manqué, c'est un test de maturité démocratique pour le peuple béninois et pour ces institutions. Et la réponse, elle est là. Nous avons réussi ce test-là. Nous avons prouvé que ces institutions qui étaient considérées comme des institutions fonctionnant mal par ces personnes-là qui ont voulu tout mettre en berne, sont plutôt des institutions très dynamiques, qui sont résilientes, dynamiques face à tout choc extérieur, et le Béninois ne peut qu'en être fier. Je suis Béninois, vous l'êtes également, et nous en sommes fiers. Nous en sommes fiers parce que ça veut dire que à la moindre petite incartade, le Bénin n'ira pas dans le décor. Il demeurera droit parce que le cap, il est bien clair. Et nous suivons ce cap-là. Les institutions de la République suivent ce cap-là. D'accord. Alors, à ma vidéo, là, il y a un autre aspect qui m'intéresse. C'est bien entendu, je dirais, ces institutions qu'on voulait voir à terre et qui se mettent presque en ordre de bataille pour évoluer, pour chacun ou chacune à sa manière de décliner son calendrier. Doit-on comprendre que ce coup d'État, loin de moi l'idée de faire l'apologie du coup d'État, mais de dire que ce coup d'État a permis d'évaluer un peu la résilience des institutions de la République? Ce fut un test, une évaluation.
Oui, ou une épreuve en quelque sorte. Oui, on pourrait quand même le dire. Ça rentre dans le contexte de l'analyse. On pourrait quand même le dire. Mais bon, ça reste à ce niveau-là. Oui. Ça reste à ce niveau-là parce que cette affaire-là, c'est sans lendemain. C'est une aventure une aventure ambiguë, sans destination à la plus qu'ambiguë qu'on ne comprend pas. Il faut juste jeter un coup d'œil auprès de nous pour voir ce qui se passe quand les gens brandissent un certain nombre de choses et quand ils viennent, c'est le pire. Et donc, on va s'arrêter là. L'autre chose, c'est notre armée même que nous saluons, que nous devons saluer tout le temps, parce qu'elle aussi, elle n'a pas montré une certaine fracture. De faiblesse. Voilà, elle n'a pas montré certaines fractures. Elle n'a pas montré, comme vous le dites, des signes de faiblesse. Elle est aussi debout, comme la République, pour montrer réellement que parmi eux, il y a eu un égarement de quelques éléments. De quelques-uns. C'est au niveau de l'armée en général, parce qu'au niveau de la police qui est chargée de la sécurité interne, je crois que ça marche normalement. Bon, le brebis égaré, c'est pratiquement dans toutes les corporations. Il y a toujours de ces éléments qui parfois se perdent un peu dans la bonne direction, n'est-ce pas? Ils essaient de virer un peu à des moments donnés. Il faut les discipliner. Alors, votre mot de conclusion, je ne veux pas vous amener forcément à enseigner le coup d'État ou, je dirais, à faire sa promotion, mais au moins, est-ce que vous pensez que les gens comprennent ce qu'on appelle coup d'État, c'est-à-dire les conséquences liées à un coup de force pour installer, je dirais, les militaires, ce que cela peut avoir sur le futur, l'avenir d'une nation? Je pense que certains le comprennent, certains ne le comprennent pas. C'est ça. Oui. Et malheureusement, une partie de la population ne comprend pas parce qu'elle ne l'a peut-être jamais vécu. Voyez? Et lorsque vous questionnez ceux qui l'ont vécu par le passé et qui ont traversé la période révolutionnaire et tout ce qu'il y a eu comme déboire de ces périodes-là, eh bien, quand ils vous répondront, certes, ils vous parleront de certaines époques bonnes en matière de patriotisme et tout ça, mais vous cracheront également ce qu'il y a eu d'amer dans cette période-là. Mais si je dois répondre à votre question, je dirais simplement une chose. On ne peut pas prétendre restaurer une certaine démocratie perdue en passant par une démarche qui est une démarche la plus antidémocratique qui existe. C'est ça. Un coup d'État. 2. On ne peut pas prétendre que la manière dont la gestion du pays se fait, que les libertés individuelles et fondamentales ne sont pas respectées, et prétendre vouloir restaurer ces libertés individuelles en privant tout le peuple béninois de sa liberté de décider. Parce que, comme je l'ai dit, c'est ce groupuscule qui s'est présenté comme libérateur de la République au nom du peuple et qui veut restaurer la liberté. Du peuple qui ne l'a pas mandaté. Est-ce que ce peuple-là, ils ont donné à ce peuple-là la liberté de les mandater? Oui. Vous voyez, donc c'est une fausse histoire. C'est une autoproclamation. Vous ne pouvez pas guérir des maux de tête en coupant la tête. C'est pas comme ça que ça se passe. Maintenant, comme l'a dit M. Videgla, regardons juste autour de nous. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut se plaindre peut-être de dire non, nous avons peut-être une démocratie un peu trop austère sur certains points, mais ce que, en fait, le peu dont vous vous plaignez là n'existera même plus dans un régime post-coup d'État, parce que c'est martial. Aucune institution n'existera. La loi... Ils l'ont d'ailleurs proclamé la matinée du 7 donc, décembre. La loi ne fera plus force, mais la force va s'imposer à la loi, puisque c'est celui qui est là, qui est la loi et qui fait la loi. Qui dicte les modalités. Et donc, on a beau penser que... comme certains égarés aussi dans la population qui ont tout fait d'applaudir cette erreur-là, cette abomination-là, on se rendra simplement compte que nous n'aurons plus aucune liberté. Le peu que nous avions qui nous permettait... Deux mots pour conclure. D'accord. C'est la même. 2 mots pour conclure. La République est debout. D'accord. Simplement. Merci beaucoup.
Docteur Mohamed Akintola, merci également pour votre disponibilité. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Vous avez la rediffusion tout à l'heure à 23h et demain autour de 10h30. On va céder la place à Candide Moureto pour Canal Sport. Ce serait tout à l'heure à 21h. On dit merci à Augustin Vidécon au niveau de la réalisation et de Sou au niveau des 1000 boutons. Allez, portez-vous bien.